Docteur René Bouchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois au Canada et à la fois en France, c'est ça? Enfin, vous êtes français. Bon. Voilà, c'est ça. Bon, c'est du français qu'on entend. Et alors, vous êtes connu pour de nombreux livres, souvent aux éditions Très Daniel, pour être déjà interviewé par Yves Mourouzi il y a de ça quelques années, pour un best-seller qui s'intitulait Les druides, sciences et philosophie dans la collection noire. Vous savez, la collection... Robert Laffont-Noir. Voilà, Oui, très noir. les énigmes de l'univers. Oui. dont le directeur, j'étais devenu ami avec lui, c'était Francis Mazières. Ah oui, le fameux Qui a Mazières. écrit fabuleuse histoire de l'île de Pâques, là, vous connaissez? Oui. D'ailleurs, il était marié avec une princesse de l'île de Pâques. Mais alors, vous êtes donc le docteur René Bouchet et, si j'ai bien compris, vous êtes grand druide. Oui, c'est vrai, du Collège international d'études celto-druidiques. Mais alors, d'où c'est ce collège international J'ai pris la suite de mon père qui est décédé en 1979. Paul Bouchet. Voilà. Et lui qui était très très connu et qui lui-même a succédé à Phileas le Bègue. Vous connaissez le grand philosophe? Donc il y a même encore des poésies dans l'éducation nationale. Ah oui, alors dites donc, c'est une dynastie quasiment. Oui, vieux, parce qu'en réalité, on a plusieurs dans la famille, on a eu des médecins, tout ça. Donc, mon arrière-grand-père était le docteur Louis Bouchet qui a fondé l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Ah, c'était pas le docteur Petiot alors. Non. Et donc lui a créé cet hôpital, alors qu'à l'époque ça s'appelait le Ville-Napoléon. Et vous êtes docteur en quoi? Ouais, en médecine. Mais médecine de quoi? Ah, en médecine? Ah oui, mais j'ai fait la médecine générale et puis la médecine cardiologique. Ah oui, dites donc. Alors vous n'exercez plus, je suppose? Non, je n'exerce plus. J'ai fait quelques missions pour Médecins sans frontières. J'ai pas mal navigué et finalement, là, je rattache encore à la recherche médicale. Eh oui, Voilà, parce que vous êtes à la recherche pour le bien-être de votre prochain. voilà, tout ça. C'est un peu le serment d'Hippocrate, c'est ça? Exactement. Alors vous le continuez dans le sens druidique. Donc tellurisme, la croyance druidique. Voilà, parce que c'est mon Parce que père papa, là, oui. qui a redécouvert ça en 1949. C'est très vieux et d'ailleurs, on s'est très accroché avec les géobiologistes. Parce que les géobiologistes ont fait beaucoup de choses qui sont plus ou moins bizarres. Mais c'est pas plutôt l'inverse qu'on devrait dire? C'est pas plutôt les géobiologistes qui ont la science correcte et Non, parce que c'est un titre qui n'a jamais été reconnu par la science. Et eux, ils se sont basés sur les travaux du docteur Hartmann. Vous avez entendu parler du docteur Hartmann? Mais Bon. précisons. Voilà. Les ondes. Alors, il dit que la Terre est quadrillée régulièrement, tous les 20 mètres à peu près, de courant. Mais le problème, c'est que ces courants-là, ils les appellent telluriques parce qu'ils viennent de Terre, mais en réalité, ce sont des courants électriques. Oui, parce qu'il y a 36 000 courants. Bien sûr, mais même eux, maintenant, la reconnaissent. Moi, je n'ai pas le temps de chercher, mais dessous, il y a des courants qu'ils appellent vagabonds. Ah oui, alors qu'ils bougent, qu'ils changent, c'est ça? Non, c'est eux qui racontent ça parce qu'ils ne savent pas les capter. Alors, ça tombe très bien que vous me parliez de ça, mais alors, si on nous écoute, là, on doit se dire, mais de quoi il parle? On parle de livres aux éditions Très Daniel, dont les quasiment plus récents sont Énergie sacrée des cathédrales, les vaisseaux cosmiques, comme vous dites, et le précédent, La guérison par le courant tellurique. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi, parce que la Terre est à considérer comme un être vivant. Bon, Gaïa, tout le truc. Bon. Voilà. Mais alors, les ondes telluriques, vous faites une conclusion, si je puis dire, en tout cas une hypothèse plus que cela. Les ondes telluriques étaient considérées comme lieu pour construction de temples druidiques et ensuite des cathédrales. C'est-à-dire qu'on les a construites pas au hasard, mais en fonction d'ondes telluriques et autres ondes, c'est ça? Vous êtes sûr de ça? C'est pas plutôt, plutôt l'inverse? C'est pas le fait d'avoir construit des cathédrales que ça fait des ondes telluriques? Non, pas du tout. Parce que les ondes de forme, là, telles que certains en parlent de ça, ça n'a rien à voir avec. Ça, ce sont des ondes qui sont naturelles. Si vous voulez, on a un système nerveux, la Terre, elle a son système nerveux, son système sanguin, c'est composé en quelque sorte par les fleuves, les rivières. Y compris souterrains. Voilà, les rivières souterraines. Et après, vous avez les montagnes, c'est son système osseux. Puis il y a aussi le magma en fusion. Voilà. Oui, mais alors justement, on s'aperçoit bien que leur système de plaques tectoniques,
ça ne tient pas tellement la route. Ils se mettent ça sous la dent parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Mais comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des volcans qui percent certains endroits de la plaque? Donc c'est pas la jonction des plaques qui se déplacent. Puis même les plaques, elles se déplacent de 1 mètre ou 2 par an. Vous n'allez pas me dire que ça peut provoquer des tremblements de terre. Au bout d'un moment, si. Oui, mais il y en a tout le temps des tremblements de terre. Il n'y a pas que ça, vous voulez me dire, oui. Voilà. Alors pour vous, l'hypothèse du tremblement de terre ou de la naissance d'un volcan supplémentaire, ça serait lié à cela? C'est lié au système interne de la Terre. Et même pas aux attractions des autres planètes qui pourraient... Si, mais ça c'est encore une autre partie, on va en parler après. Parce que c'est très complexe hein, de résumer ça, j'essaye de vous le résumer le plus simplement possible. C'est comme essayer de résumer le fonctionnement du corps humain, c'est pareil, Voilà, il y a 36. Pareil, je veux que ça soit simple. Ouais, ça va, on n'est pas couché quand même. Hein. Et donc, si vous voulez, l'ensemble réagit vraiment comme Un être humain, voilà. Un vivant. Bon, d'autre part, les gens sont un peu prétentieux parce que bon, on vit 80, 100 ans en moyenne. Et eux, ils commencent quand même à comprendre que la Terre a été modelée, remodelée, recassée. Et les dernières qu'on connaisse, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les fameuses éruptions il y a 55 millions d'années qui auraient changé tout. Oui, on parle aussi d'une comète qui a pu tout changer. Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. Et alors, je vous vois venir, on peut parler de l'Atlantide dans ces cas-là. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je m'appuie sur des bases scientifiques. Voilà. C'est lesquelles, ces ondes telluriques et les autres courants un peu invisibles quand même, vous les captez scientifiquement comment? C'est, si vous voulez, il y a un raisonnement, il faut raisonner, comment qu'on dirait, à l'envers, en quelque sorte. Hein? Vous-même, vous voyagez beaucoup. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir mal à un endroit ou un autre endroit où vous n'avez pas envie de partir tellement vous êtes bien? Alors, qu'il me soit arrivé de me sentir plus ou moins bien, oui, mais est-ce que l'endroit est lié à cela? Je n'irai pas en faire la conclusion immédiate. Si, parce que si vous interrogez 10, 20, 30, 40 personnes, même des milliers, ils vous diront tout cela, mais comme par hasard, c'est pas aux endroits où vous vous sentez bien. Oui, j'ai quand même lu dernièrement que pour le corps humain, c'était pas très très bon d'être, bon je dis des chiffres approximatifs, mais entre 700, l'altitude de 700 à 1200, c'est pas très bon d'y être parce que c'est pas bon pour le corps humain. Il y a aussi ça, il peut y avoir uniquement l'altitude ou le climat. Oui, on sait très bien, il y a des problèmes avec le décalage horaire aussi, c'est pas bon. Alors, c'est parce qu'on se sent bien ou qu'on se sent pas bien qu'on pourrait en déduire qu'il y a des ondes telluriques? Non, quand même pas. Ben si, parce que aller à Chartres par exemple, hein, qui est très réputé, et d'ailleurs il y a tout un chapitre la cathédrale, hein, bien sûr. Sur la cathédrale de Chartres, eh bien vous allez dans les cryptes. Je suis allé plusieurs fois avec des amis, mais il y a des amis qui saignent du nez maintenant. Pourquoi? Parce que ça ne leur réussit pas. Et pourquoi les autorités ecclésiastiques s'opposent à ce qu'on aille fouiller derrière pour retrouver le dolmen qu'il y a dessous? Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils cachent tout. Vous savez très bien comment l'Église romaine s'est appropriée tout un tas de choses. Oui, on sait très bien que sur la base de temples d'anciennes croyances... Ils ont planté des églises. Ils ont planté des églises Pourquoi ils les ont plantées? pour étouffer les anciennes croyances. Oui, mais surtout parce qu'ils savaient que là, ça tenait. Parce que la force des courants telluriques, justement, qui est énorme comme force, ça favorise la cohésion des matériaux. Mais ça, je l'ai lu dans votre livre, hein, donc l'énergie sacrée des cathédrales. Vous avez visité toutes les cathédrales de France, et vous les détaillez au fur et à mesure. Félicitations, bravo. Mais bon, quand j'ai lu qu'effectivement, grâce au courant tellurique, on a pu faire des édifices magnifiques qui tiennent encore, ça a un peu rabaissé les bâtisseurs de cathédrales qui aussi mathématiquement ont construit des choses qui se tiennent de toute façon. Oui, mais la différence, regardez, le Sacré-Cœur a été construit contre un courant tellurique à l'envers. Il est complètement fendillé derrière. Mais il tient toujours quand même. Oui, mais il date de combien? Oui. Regardez la tour Eiffel. Oui, mais c'est pareil, ça c'est pas des... Comprenez ce que je veux dire? Oui, je vois, ça tient toujours. Mais enfin, à l'époque, on ne lésinait pas sur le nombre de gens à mettre au travail. Hein, donc ça y allait, les grosses constructions, c'était du solide de toute façon. Tellurique ou pas tellurique, est-ce que vraiment c'est une preuve que ça se maintient? Oui.
Bon, et votre preuve, alors, on se sent pas bien, on saigne du nez, on sait qu'il y a un courant tellurique, c'est juste ça votre preuve pour les capter? Non, mais c'est pour tout. Alors, côté scientifique, c'est quoi? Scientifiquement, c'est parce que j'ai étudié énormément de gens comme ça, qui avaient des problèmes et tout. Je suis allé, par exemple, avec des amis de ma femme, là, à Belle-Île. Belle-Île-en-Mer. Voilà, vous connaissez, hein, tout le monde connaît. D'ailleurs, moi, je suis d'origine bretonne. C'est pas vrai, bah, ça tombe bien pour un druide, remarquez. Vous êtes de quel... Quimper. Quimper, oh là là, le fin fond de la Bretagne. Finistère. Voilà, côté de la Pointe du Raz. Mais je vois bien, oui, oui. Puis l'Octudie, pas loin aussi. Ah, tout à fait. C'est là que j'ai appris à nager. Ah pour tout vous dire, moi j'ai appris à nager au pied du Cap Fréhel. Ah, et toc. Oui, bah, c'est bien. Bon, excusez-moi, mais alors, on revient sur le tellurisme et les preuves scientifiques de capter ces ondes. On est allé à Belle-Île Ouais. avec un monsieur qui voyait absolument pas de loin. Il voyait que de près. Bon. Quand on l'a emmené là, par exemple, on a traversé avec le bateau là, sur Belle-Île. Puis au bout, il nous dit, tiens, que c'est marqué défense de pénétrer là dans la zone au bout du bateau. Ah bah tant mieux. Ouais, mais attendez, vous allez voir. Après, il a voulu lire le journal, il ne pouvait plus lire le journal sans lunettes. Il y a eu une inversion de polarité. De myope, il est devenu astigmate ou l'inverse, c'est ça? Voilà. Alors c'est là qu'on s'aperçoit vraiment qu'il y a des forces. Je comprends pas. Terribles. Oui, d'accord, c'est terrible, mais enfin, tout le monde qui prend le bac pour aller jusqu'à l'île de Belle-Île va pas avoir une inversion de polarité dans ses yeux. Mais non, parce que les courants, c'est approprié, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler de la médecine globale et individuelle. Un courant qui est bon pour moi, il est peut-être très mauvais pour vous. Donc tout ce qu'on nous dit, prenez tel aimant ou prenez telle onde de forme qui vous fera du bien, eh ben ça peut être très mauvais parce qu'on ne peut pas faire une généralité. Voilà, exactement. Bah alors les cathédrales, ça peut être pareil. Ben oui, mais il y a des cathédrales où il y a des gens qui se sentent mal. Regardez par exemple Lourdes, c'est un lieu tellurique qui est très important. Mais combien de cardinaux ils sont morts là, crise cardiaque ou autre? Mais enfin, ils sont pas très jeunes, les cardinaux non plus. Non, mais ceux dont je vous parle, ils n'avaient pas 70 ans. Hein. Il n'y a pas que des cardinaux de 90 ans. Hein. Donc nos bienfaits physiques ou nos méfaits physiques, nos maladies ou nos guérisons seraient liés, selon vous, docteur René Bouchet, aux ondes telluriques et aux autres ondes qu'on n'arrive pas vraiment à capter. Moi, je ne comprends toujours pas comment vous les captez, vos nœuds et compagnie. On arrivera à les capter. On les capte comment, là? Comment vous les avez captés dans les cathédrales que vous avez repérées dans toute la France? Comment vous pouvez dire qu'à tel endroit, il y a deux ondes telluriques qui se croisent? Comment? Par la télé et par la radiesthésie pure. Mais enfin, la télé, la radiesthésie, si c'est du pendule ou se sentir plus ou moins bien, on peut voir des ondes telluriques partout. Non. C'est parce que vous êtes mauvais radiesthésiste. C'est comme un radiesthésiste, n'importe lequel, il va vous trouver de l'eau. Moi, je marche pieds nus dans la campagne, je vais vous trouver de l'eau, sans rien. Et alors, c'est la sensibilité de l'individu. Et dans les cathédrales, là, vous avez repéré les points particuliers. Voilà. Vous étiez pieds nus dans les cathédrales? Ça m'est très bien arrivé, bien sûr. Et vous ressentez quoi, alors? Je ressens les ondes. Écoutez, bon, il y a beaucoup d'écologistes, hein, je ne m'attarde pas trop là-dessus, parce que je les trouve un peu fumistes. Hein. Ils veulent faire de la politique. Et ça, hein, la santé des gens ou autres, c'est pas de la politique. Hein. Quand ça devient de la politique, ça se casse la gueule, en général. Quand je vois un gars d'Europe Écologie, là, Cohn-Bendit, qui en 68 était condamné... Oui, mais tout le monde a le droit de changer, tout le monde a le droit de changer et d'évoluer. Vous croyez à l'incarnation, on en parlera dans un autre entretien. Bon, allez, quittons la politique parce que c'est pas mon domaine. Je veux dire que donc les écologistes, il y en a quand même qui sont sincères chez eux. Oui. Alors ceux qui sont sincères, eh bien, ils vont dans la forêt, ils marchent pieds nus et tout, ils ressentent des choses. D'accord. C'est tout le monde qui est capable de ressentir quelque chose. Bah, tout le monde, vous êtes marrant, mais vous savez, oui. Dans notre science tellurique, là, qu'est-ce que je dis aux gens? Vous souffrez de telle chose? Bah, rendez-vous simplement à tel endroit, vous allez rester un petit quart d'heure, etc. Alors là, c'est dans le livre « Les guérisons par les courants telluriques ». Voilà. Mais oui, mais vous venez de me dire il n'y a même pas 5 minutes qu'il n'y a pas de généralité à faire parce que ça dépend de chaque personne. Bah, oui, mais c'est justement. Cherchez d'abord les ondes de la personne. Parce que les individus émettent une onde. Tout émet une onde. Voilà, mais même celle qu'on connaît des êtres humains est très vue, c'est connu depuis très longtemps. Oui, on peut aller jusqu'à l'acupuncture. Tout ça,
c'est oriental. Il faut quand même se dire une chose, que les Occidentaux n'ont pas attendu d'aller là-bas. Et la meilleure preuve, là, je suis en train d'écrire un livre chez Très Daniel qui va ressortir dans peut-être 6 mois, qui s'appelle « Le livre des morts du monde celtique ». Ah, bah ça manquait ça. On a le livre des morts égyptiens, tibétains, c'est bien. Et d'où tirer ces informations? Par l'archéologie. C'est pour ça, les forces, si vous voulez, on arrive tout à retrouver. Vous savez ce qu'on a retrouvé en Chine? On a retrouvé des momies de Celtes, de gens européens. C'est quand même pas venu tout seul, ça. Hein? Ça a été écrasé jusqu'en 1950 parce que c'est pour des raisons politiques internes à la Chine. Regardez dans les momies, vous savez ce qu'on a retrouvé? Quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez un peu la médecine chinoise de réputation? C'est la phytothérapie, le trois quarts du temps. Bon, mais vous savez qu'ils sont opposés à la chirurgie. Vous le savez, ça? Ils préfèrent prévenir que guérir. Oui, ils sont opposés à toute forme de chirurgie. Alors imaginez-vous, il y a 2000 ans, c'était pareil. Eh bien, on a retrouvé dans ces momies-là des gens qui avaient été recousus, mais au fil de crin, là, avec des chevaux, là. Et alors, c'était pas pour fabriquer les momies? Non. C'était de leur vivant, une intervention chirurgicale. Parce Docteur, que justement, les momies, là, eux, c'était des momies, sans être des momies. Ils avaient une astuce. Ils magnétisaient le corps, et le corps se desséchait. Et ils vidaient le sang. Comme ces fameuses pyramides, on met un petit bout de viande dedans et... Voilà, ouais, ça c'est simpliste. Hein. Mais donc c'est... Mais il le magnétisait comment? Alors s'il ne faisait pas une pyramide, il le magnétisait avec les mains Avec les mains, oui. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent peut-être pas y croire. Ah non, mais ça a l'air évident pour vous, mais on veut bien y croire. Mais quand je teste, moi, quand je rentre dans une église, bon, quand c'est beau, je trouve ça très bien, je vais très bien. Quand j'estime que c'est pas beau, ben, je vais pas bien. Bon, quand j'essaye de magnétiser un bout de viande pour voir si ça tient pendant 3 jours, ben, ça marche pas pour autant. Donc il y a quoi? C'est que voilà. Donc on peut pas tirer de généralité, hélas. C'est pas une science, là, c'est un don. Ah. Il faut quand même avoir une certaine forme de don. Mais alors, est-ce que ce don, pour envoyer des ondes, c'est une bonne chose, sûrement, j'en doute pas un seul instant, mais est-ce que si on ne l'a pas, on est aussi réceptif aux mauvaises ondes? C'est-à-dire, est-ce que ça marche même si on n'a pas ce don? Est-ce que ça vaut le coup d'aller se guérir dans les cathédrales ou de se mettre dans des bons points Oui, parce que c'est tout à fait en dehors de vous ou de vos capacités. Et pour aller plus loin, est-ce que si on n'a pas le don et si on continue de se promener dans des lieux sacrés qui émettent des ondes positives, pour faire court, est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas l'avoir, ce don? Si vous cherchez à le travailler. C'est le travail qui fait la culture d'un don. Eh bien, il y a du travail. Parce que si vous voulez, il y a 8 personnes sur 10 qui feraient de bons radiesthésistes. Hein, vous voyez, c'est énorme comme truc. Mais même les autres arriveront toujours à bricoler quelque chose. Mais maintenant, il ne s'agit pas de demander à... Vous habitez au 5e étage, au pendule, là, est-ce que j'ai une lettre en bas pour éviter de descendre? Comme j'ai entendu certaines personnes dire ça. Alors là, c'est de la... Comme on dit... Fumisterie. Voilà. On ne peut pas connaître son avenir par le pendule ou la radiesthésie. Non. La radiesthésie divinatoire, je n'y crois pas. L'astrologie, oui, certaines parties, mais pas la radiesthésie navigatoire. Écoutez, moi, j'en ai connu, là, des radiesthésistes là, qui prétendaient converser avec les morts, avec les grands chefs du monde cosmique et tout. Et, écoutez, c'est un peu bizarre quand même, là, avec un pendule. Hein? Oui, c'est sûr, mais enfin, de toute façon, on est dans le bizarre. Hein. Oui, c'est vrai, mais disons que ces formes-là, que quand vous me parliez tout à l'heure de l'Atlantide, c'est parce que, bon, il y en a qui y croient, d'autres qui ne veulent pas y croire. Quoiqu'il y a des recherches archéologiques qui ont tendance quand même à maintenant... Laisser sous-entendre qu'il y avait un peuple disparu, mais enfin, un petit peu partout, on retrouve des vieux vestiges. Quand même, on ne peut pas prendre comme des idiots tous les auteurs grecs, latins quand même. Non, mais on peut peut-être ne pas les prendre au pied de la lettre. C'était peut-être une allégorie. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Comme quand ils vous parlent d'une immense île, par exemple, au large des colonnes d'Hercule, qui était à Gibraltar, ça ne tient pas debout. Qu'il y ait une île plus grosse que d'autres, ça tient le choc, mais c'était un archipel, si vous voulez.
Mais ça, c'est votre théorie, c'est que l'Atlantide était un archipel qui était immense et qui couvrait tout l'océan Atlantique, en gros. Et on a quelques résurgences avec les Açores, les Canaries et compagnie. C'est pour ça que quand ça a commencé à disparaître, parce que ça n'a pas pu disparaître en une nuit. Une nuit, c'est comme un jour dans la Bible. On ne connaît pas la durée, certainement pas 24 heures. Et donc, dans ce cas-là, il y en a qui ont pu s'échapper, fatalement. Et même des gens chez eux initiés qui étaient capables, qui connaissaient bien les mouvements de la Terre, donc savaient qu'un jour ou l'autre, ça allait disparaître. Alors, plus ou moins. Ça allait disparaître parce que je l'ai lu dans votre livre, chez Trédaniel. Chez Trédaniel, que je vais ressortir là, de Mu à l'Atlantide et Audruine. Bon, parce que Mu, c'est aussi un autre continent perdu du côté du Pacifique. Blavatsky a toujours dit que ça marchait. Certains grands médiums ont toujours dit que ça existait. Non, moi non plus, ça tombe bien. Non, parce qu'on ne va pas s'en sortir, sinon il faut prendre des bottes. Il faut simplement savoir qu'à l'ouest de l'Europe, il y avait des civilisations qui étaient certainement supérieures à nous. Voilà. Et dans de l'énergie sacrée des cathédrales, vous expliquez qu'il y avait 2 lunes à un moment autour de la Terre, et c'est l'une des lunes qui s'est le plus rapprochée, qui a fait ce changement de montée des eaux, etc., et qui a fait la perte de l'Atlantide. Oui, mais le truc qui est arrivé, quand vous regardez le système solaire, entre Mars et Jupiter, vous avez vu, il n'y a pas de planète. Il y a juste des débris qu'on pourrait appeler des petits planétoïdes, qui s'appellent Cérès et Pallas, comme on les appelle. Et donc, c'est cette planète qui a éclaté. Entre Mars et Jupiter, il y a donc une planète qui a dû sauter. Sauter comment? Peut-être par la bêtise de ses habitants, s'il y en avait, ou tout simplement par un phénomène naturel. Mais il y a une planète qui a éclaté. Et un morceau, donc, a percuté la Terre dans l'océan Pacifique. Et a provoqué, donc, semble-t-il, un basculement de la rotation de la Terre. Oui. De l'axe, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, il est taxé de 24 degrés quelque chose, 23 degrés quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était le point zéro. C'était tout droit. C'était bien stable. Ça veut dire que les saisons étaient les mêmes, etc. Donc tout ça, ça a tout bouleversé. Ah bah oui. Aussi bien les plantes, les animaux, les humains, voilà. Et c'est ça qui a provoqué, en quelque sorte... la disparition de l'Atlantide. Voilà. Et même la NASA reconnaît, mais c'est ce qui est malheureux, ces informations-là sont jamais très ébruitées. On dirait qu'on veut toujours les cacher. Comme par exemple, on a remarqué que la Lune avait une roche comme celle de la Terre, quoi. Donc c'est bien un morceau de Terre qui s'est satellisé. À tel point que même dernièrement encore, là je suis allé aux États-Unis, et certains savants que je connais disent qu'ils vont faire la preuve que sur la Lune, il y a de l'azote. De l'azote. Ah, bah écoutez, justement, je me demandais. Dans le sous-sol, dans le sous-sol. Non, ça veut dire qu'il y a eu de la vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y en a assez pour en refaire. Mais il y avait une vie. Donc, et c'est ça qui explique les forces énormes qu'il y a dans le Pacifique. Il y a la force des Mariannes là, qui doit descendre à 18 000 mètres. Mais c'est pas ça qui commande toute la vie. Et, si vous voulez, la Terre est donc un être vivant et un système interne qui lui est tout à fait particulier, que même les Grecs avaient défini quand ils vous racontaient, regardez l'image, parce que dans toutes les mythologies, il y a souvent des blagues, des histoires de fesses, de tout, comme la mythologie grecque, mais il y a toujours quelque chose de vrai là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sous l'Etna, il y a Héphaïstos avec sa femme Proserpine qui dirigeait des cyclopes, 3 cyclopes, gérant. 3 cyclopes, Argès, Brontès et Stéropès. Et que leur rôle c'était de fabriquer des armes pour les dieux du ciel, pour Zeus. Alors vous voyez bien l'analogie, là, le système interne à l'intérieur de la Terre qui est tributaire de plus haut. Et réciproquement. Voilà. Il y a un inter-échange, si vous voulez, qui se fait.
Docteur René Bouchet, je vous remercie. On va s'interrompre 30 secondes, le temps de se lancer dans une deuxième partie de l'entretien. Qui aura combien de parties, ça j'en sais rien pour l'instant, je dis juste deuxième. On parle de l'énergie sacrée des cathédrales, on en est un petit peu sorti, on y reviendra. Ouais. Et puis aussi de la guérison par les courants telluriques, on se retrouve tout de suite.